Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, 11h midi, nous commentons l'actualité avec aujourd'hui Nicolas Moreau, bonjour, membre du collectif Antigone, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes confiné où, Nicolas ? À Madrid. À Madrid, faites attention parce que je précise que vous vivez désormais là-bas et c'est vrai que la situation, vous pourrez nous en parler, est assez dramatique également en Espagne. Mehdi Ouraoui, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes essayiste, spécialiste du discours politique. C'est bien, vous allez pouvoir nous faire un cours dans un instant. Merci d'être avec nous. Laurence Taillade. Le gouvernement est irrécupérable, je crois. Vous pensez qu'il n'y a plus rien à faire ? Je crois que ça devient compliqué, là. Vous êtes confiné dans le sud-ouest, c'est ça ? Au Pays Basque, chez moi, oui, tout à fait. Pays Basque. Laurence Taillade, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Présidente du Parti républicain solidariste, vous venez de publier « Être une femme en 2020 », c'est paru aux éditions Michalon. Et Éric Vérac, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Vous êtes entrepreneur, fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. C'est un excellent blog que je conseille. Il faut s'abonner, il faut aller sur Le Courrier des Stratèges et on pourra y lire votre pensée toujours avisée. Alors évidemment, on ne parle pratiquement que du coronavirus. La victoire de Didier Raoult, du professeur Raoult, nouvelle idole populaire, le gilet jaune des blouses blanches. On vous pose la question, je vois que beaucoup d'entre vous ont mis le petit logo « Je suis professeur Raoult ». Il y a quelque chose qui est en train de se passer avec ce médecin. On va parler de l'appel hallucinant à la grève de la CGT dans les services publics. Vous nous dites ce que vous en pensez. Et puis, on va parler de ces tests et de ces masques. On vous pose la question, on se pose la question tous les jours. Où sont les masques ? Et puis, où sont les tests également ? Puisqu'on nous annonce des tests, sauf que ce matin, dans le Parisien, un laboratoire nous dit c'est un petit peu comme si on avait une voiture en état de marche et que le conducteur, mais qu'on n'avait pas de l'essence à mettre dedans. Donc, on a les tests, mais il n'y a personne pour les faire. On va y revenir. Et puis, ces masques qui manquent toujours cruellement, qui ne sont toujours pas là, on les attend. Le discours un peu contradictoire aussi du ministre de l'Intérieur qui se félicite ce matin de l'arrivée de 800 000 masques pour les forces de l'ordre. Alors je vous rappelle qu'il y a une semaine, ça ne servait à rien et que les policiers n'en avaient pas besoin. Toujours ce discours compliqué à comprendre pour les Français. Votre tour, le petit tour de table de ce qui a retenu votre attention. Commençons peut-être par Mehdi Ouraoui. Alors c'est à la fois un peu décalé et un peu totalement dans l'actualité. C'est justement fait pour, oui. Ouais, c'est que alors mon coup de gueule aujourd'hui en fait ça touche des personnes qui sont en fait des oubliés complètes désormais de la société, qui sont les prisonniers basques, qui sont des gens maintenant un peu âgés, qui par ailleurs sont très exposés au coronavirus, qui ont généralement, c'est connu, c'était très documenté à la fois dans la presse, dans les films, tout le monde le voit, tout le monde le sait. Ce sont des gens qui se comportent très bien en prison, qui ont été plus que distingués par leur bonne conduite en prison, et qui, par un acharnement tout à fait bizarre du ministère de la Justice, vont être maintenus en détention, alors qu'il y a un certain nombre de détenus qui vont pouvoir être libérés dans les jours et les semaines qui viennent pour éviter que la pandémie soit un carnage dans les prisons françaises. Et donc moi, je profite un peu de votre antenne ce matin pour lancer un appel à la ministre de la Justice et de dire que dans le cadre du processus de paix qui se déroule depuis maintenant plusieurs années au Pays Basque, c'est totalement fou de laisser des gens qui sont âgés, c'est une question d'humanité, que ces prisonniers qui ont purgé leur peine, généralement pendant des dizaines d'années, se retrouvent aujourd'hui, à l'heure de leur vieillesse, les plus exposés au coronavirus, alors que ce sont des détenus généralement exemplaires et que plusieurs, par ailleurs, sont malades et ont des comorbidités qui les exposent particulièrement. Donc à la fois, c'est un peu, évidemment un peu décalé par rapport à la situation, et à la fois pleinement dedans, c'est que ce sont des gens qui vont être vraiment abandonnés de tous au fin fond des prisons françaises. Oui, il y a beaucoup, effectivement, il y a un vrai problème. On va en reparler, nous, lundi, du problème des prisons françaises. Il y a déjà un surveillant qui est mort. On sait qu'il y a des détenus qui sont infectés. C'est vrai que c'est une situation compliquée, mais après, qui faire sortir et qui ne pas faire sortir, c'est un vaste débat. Nicolas Moreau.
Moi, j'avais Nicolas. un coup de cœur, en fait, et plutôt un espoir sur tout ce qui était développement des duplex. Comme on fait aujourd'hui, en fait, chacun à la maison, on est en train de discuter à distance. Et en fait, je me dis que ça peut déboucher sur quelque chose de très bon dans l'avenir. C'est une multiplication de ces duplex pour avoir nettement plus d'intervenants, en fait, qui viennent de province. Et un peu moins de Parisiens. De Paris, souvent, en de fait, Parisiens. Oui, sur les plateaux télé, radio, en fait, si vous regardez, il y a une vingtaine de personnes qui tournent beaucoup en rond et qui sont toujours les mêmes. Et là, avec le développement des duplex, en fait, je me dis qu'on pourra avoir un peu plus souvent des gens qu'on voit pas souvent, comme Nichéa, par exemple, qui vient pas beaucoup à Paris, ou comme Fatia Boudjalat, ou des intellectuels comme ça, qui vivent en dehors de Paris. Fatia Boudjalat vivant à Toulouse, et qui peuvent pas monter tous les 2 jours à Paris pour faire une émission d'1 heure. Donc j'ai plutôt espoir en fait que ce développement des duplex permette d'avoir une meilleure représentativité à la télé et à la radio de toute la France finalement. D'avoir tout Je pense que ça va changer beaucoup de choses, effectivement, dans la manière même de faire de la télévision, parce qu'il y a par exemple M6 qui a une initiative assez originale avec qui sont plutôt bien adaptés. Cyril Lignac est filmé chez lui, fait une recette. Il y a 2 familles qui font chez elle et le rendu est plutôt pas mal. Après, il y a des catas un peu comme l'émission de France 2 cette semaine qui était faite de briques et de broc. Mais vous avez raison, ça peut. Et puis, même dans le monde de l'entreprise, se rendre compte qu'il y avait peut-être des déplacements qui étaient totalement inutiles, que les conférences, par visioconférence sont peut-être à multiplier. Donc, on verra le jour d'après ce qui se passera. Éric Verhaeghe, c'est un coup de gueule, ça ne m'étonne pas de vous. Oui, je voulais quand même alerter, puisque c'est vrai que c'est légitime, tous obsédés par le coronavirus et cette espèce de contagion qui nous gagne, mais il ne faut pas, de mon point de vue, oublier ce qui se passe derrière, c'est-à-dire une crise économique qui sera sans doute la plus dure que celle qu'on aura connue sur plusieurs siècles, à mon avis. En tout cas, au moins aussi dure que celle de 1929 et à mon avis plus dure. Et malheureusement, face à cette crise, on s'aperçoit que l'Europe est incapable de s'organiser. Et je voudrais quand même tirer la sonnette d'alarme sur l'attitude de l'Allemagne, qui est extrêmement égoïste et qui parie sur le fait qu'elle pourrait s'enrichir. D'ailleurs, à la sortie de cette crise, il y a eu des propos totalement fascinants du ministre de l'économie allemande qui a dit, mais à l'issue de la crise, nous enrichirons très largement. Et aujourd'hui, l'Allemagne parie de façon extrêmement égoïste sur une réponse désordonnée à la crise. Je crains le pire et je crains que l'égoïsme allemand ne nous mette collectivement dans une grande difficulté et une grande détresse. Et je pense que les Français devraient passer un tout petit peu de temps à s'intéresser à cette question, parce que je pense que ce sera dans les semaines à venir le vrai sujet de débat. On fera déjà les comptes à la fin du mois d'avril sur la situation économique réelle. Et on verra. Qui va intervenir ? Nicolas. Pardon, Nicolas. Il faut comprendre les Allemands aussi. Ce qui leur est demandé à chaque crise. En 2008, on leur disait on va faire des eurobonds. En 2020, maintenant, on leur dit on va faire des corona-bonds. Ce qu'on leur demande, en fait, c'est de mutualiser la dette. C'est-à-dire que eux, qui ont toujours fait des efforts pour gérer leurs dépenses, on leur demande d'aller se mêler avec des pays comme les Français ou les Italiens qui gèrent très mal leurs dettes depuis des années et qui dépensent un petit peu n'importe comment. Et c'est aussi ça qu'on voit dans la crise. Il ne faut pas dire qu'on ne dépense pas assez, puisqu'on dépense énormément dans notre santé, on dépense plus de 1000 milliards par an, on prélève plus de 1000 milliards par an aux Français et il n'y a pas de service public en face. Donc on dépense en France extrêmement mal, on dépense beaucoup, il faut arrêter de dire qu'il y a de la rigueur, on dépense beaucoup mais on dépense très mal. Et les pays qui essayent de faire bien ne veulent pas forcément mutualiser leurs efforts avec ceux qui ne font pas d'efforts, en fait. Les fourmis ne veulent pas forcément aider les tiganes. Et enfin, je trouve que dans le cas où nous sommes, il ne s'agit pas de mutualiser des dettes déjà contractées. Il s'agit de faire un plan de relance européen commun pour redémarrer l'économie européenne. Donc moi, qu'on ne mutualise pas les dettes contractées par le passé de façon désordonnée, je le comprends tout à fait. Ce qui me gêne aujourd'hui, une solidarité, c'est ça ? C'est que face à la crise, quand les Allemands nous disent « nous, on va s'en sortir tout seuls et on laisse les autres se débrouiller »,
je pense que c'est une attitude suicidaire et que le plan de relance que les Allemands vont financer sur leur propre denier les mènera à la ruine quoi qu'il arrive, parce qu'ils ne pourront pas s'en sortir tout seuls. Et je trouve terrible que l'Allemagne ne le comprenne pas aujourd'hui. Et cela indépendamment des questions passées sur la gestion de la dette que je partage par ailleurs. Juste, moi, je voulais juste vous raconter, j'ai eu un entrepreneur hier, vous savez qu'il y a beaucoup de sociétés françaises qui en ce moment sont en train de se mobiliser pour acheter des masques, de suppléer à l'État. On a eu la semaine dernière le secrétaire général d'LVMH qui nous a expliqué comment il avait réussi à obtenir à un prix défiant toute concurrence des masques qui devraient être en train d'arriver. Il y a beaucoup de sociétés qui sont en train de mettre leurs services commerciaux au service de la France. Et il faut savoir que sur place, c'est une véritable bagarre diplomatique qui est en train de se jouer et que les ambassadeurs sont en train de se livrer à une lutte incroyable. Ils vont chacun dans les usines eux-mêmes pour essayer d'obtenir les marchés et que la France, ça sortira certainement dans les jours qui viennent, s'est fait piquer par exemple un certain nombre de respirateurs. Une entreprise avait commandé des respirateurs et ils se sont rendus compte qu'ils en avaient moitié moins parce que l'ambassadeur allemand était allé sur place pour aller les commander pour l'Allemagne. Donc il faut savoir aussi qu'il y a une diplomatie qui se joue sur place en Chine, dans les usines. Voilà. Ça, on le savait déjà en fait. Quand la Chine était venue négocier directement avec chaque pays d'Europe pour ces nouvelles routes de la soie, et Macron avait essayé de faire une réponse coordonnée au niveau européen pour que l'Europe pèse comme une seule personne face à la Chine. Et en fait, chaque pays avait géré ses propres intérêts avec la Chine. Et c'est ce qu'on voit encore maintenant avec l'Union européenne. La Grèce est débordée à Lesbos avec les migrants. Elle est totalement abandonnée par l'Europe. L'Italie était débordée par le coronavirus. Elle a été totalement abandonnée par l'Europe. Au bout d'un moment, il faut acter que l'Europe, ça n'existe pas, en fait. C'était une grande illusion dans laquelle on disait qu'on était tous frères, mais quand il y a une épreuve, ça s'effondre du jour au lendemain. Donc là, c'est la même chose. Il y a besoin de masques, il n'y a plus d'Europe qui tienne, il n'y a plus de solidarité, il y a plus de fraternité, c'est chacun pour sa nation. Et ça, il faut en prendre acte. Il faut peut-être arrêter de construire une Europe qui est totalement illusoire, qui est basée sur une espèce de civilisation qui n'existe pas, une civilisation européenne qui n'existe pas, pour en revenir aux nations, puisque les gens raisonnent en nations. Les Italiens, ils s'intéressent à l'Italie, ils chantent l'hymne italien, ils chantent pas l'hymne européen quand ils sont à leur fenêtre. Nicolas, c'est pareil pour tous les pays, il faut accepter ça. Nicolas, à contrario, ce qu'on voit dans cette crise, c'est que la réponse nationale des Italiens de leur côté, des Français de leur côté, des Espagnols de leur côté, des Allemands de leur côté, etc., ne fonctionne pas. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on voit bien que s'il y avait une réponse coordonnée au niveau européen, si les dirigeants européens, et notamment si la France ces dernières années, n'avait pas eu successivement un président totalement falot, qui n'était pas respecté par Merkel avec l'ancienneté et l'assise qu'elle avait depuis maintenant des années sur la direction de l'Europe. Et ensuite, un président qui roulait des mécaniques, qui est arrivé en disant attention maintenant, c'est moi qui va être le coq dans la basse-cour, en donnant des leçons à la terre entière. Peut-être qu'aujourd'hui, les Allemands, qui sont effectivement très organisés, on voit bien, il suffit de voir le nombre de tests qu'ils font par semaine. C'est-à-dire qu'il suffit de voir que... Encore aujourd'hui, on nous explique quand même au ministère de l'Intérieur, en France, que nous serons le pays qui, dans 2 semaines, 3 semaines, testeront le plus d'Europe, en promettant 25 000 tests par jour. D'ailleurs, je ne sais même pas si on y arrivera. On va en parler de ces tests. On en parlera tout à l'heure, mais en tout cas, il y a une réalité, c'est que la réponse nationale ne fonctionne pas. Et donc, là où je vous rejoins tous les deux, en revanche, c'est que l'une des premières victimes de cette crise, voilà, un décès qu'il faut acter, et il faudra une résurrection demain, c'est évidemment le décès de l'Union européenne, mais qui était déjà très entamé avec le Brexit. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant. Laurence Marchand-Taillade, vous aurez la parole tout de suite après. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio 0826 300 300. Vous allez nous parler de l'augmentation des violences conjugales dues au confinement. Et puis, on va revenir sur, évidemment, la chloroquine et le professeur Raoult. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble pour le 10h midi. Après, c'est André Berkoff qui sera au micro de la radio. Je suis avec Nicolas Moreau, Mehdi Ouraoui, Éric Verhaeghe et Laurence Taillade. Laurence, on ne vous a pas entendu. Allez-y. Vous êtes confiné où? Je ne vous ai pas posé la question.
Je suis dans le Cantal, à Aurillac, dans ma maison. D'accord, très bien. Alors Laurence, un coup de gueule. Un coup de gueule, oui, parce que on parle effectivement beaucoup du coronavirus, mais cette période de confinement est aussi une période de grande promiscuité, et qui dit promiscuité dit violence familiale en règle générale, et évidemment violence faite aux femmes en explosion. L'exemple à Wuhan aurait dû nous faire réfléchir aussi, puisqu'il y a eu un doublement des violences familiales, et finalement on se rend compte que le service public ne suit absolument pas, puisque la seule solution qui a été proposée, ça a été de pouvoir faire des signalements en pharmacie. Encore faudrait-il que les femmes puissent sortir et se rendre jusqu'à la pharmacie la plus proche de chez elles, et qu'elles soient au courant que ça existe. Et il y a 6 jours, le 3919 était totalement inaccessible. Donc moi, je suis extrêmement inquiète de la façon dont cette crise est gérée par notamment Madame Schiappa, qui, au lieu d'échanger des propos grivois sur l'heure à laquelle il faut regarder YouPorn, devrait plutôt s'inquiéter de renforcer les services d'accueil pour les femmes battues, devrait mettre en place aussi des services par SMS, des messageries instantanées qui sont quand même beaucoup plus discrètes que d'appeler le 3919 quand le conjoint est à côté. Et puis surtout, je voudrais lancer un cri par rapport aux voisins, parce qu'il y a des voisins qui entendent ce qui se passe. Et là, il est temps que les voisins prennent leurs responsabilités, interviennent, appellent les services d'urgence ou alors les services d'aide sociale à l'enfance, puisqu'il y a aussi des enfants qui sont violents, qui sont victimes de violences. Et donc aujourd'hui, je voudrais faire un appel à la responsabilité individuelle tout autant que collective. Oui, mais c'est vrai que c'est très très compliqué, je pense, parce que tout est en fonctionnement dégradé, donc forcément, le 3919 ne répondait pas. Vous avez raison. Maintenant, ils se sont mis en ordre de marche. Ça répond, mais il y a des horaires, genre 9h, 19h. Et moi, j'ai pas compris hier ce qu'a dit Christophe Castaner quand il a dit il y aura un code, mais je peux pas vous le dire parce que sinon, ça servira plus à rien. Donc ça ne sert à rien. C'est-à-dire que si c'est pas compréhensible. Donc si on n'a pas le code, comment on fait ? Voilà, le problème il est là, c'est qu'en réalité on a restreint les services permettant d'écouter ce qui se passe. On envoie les femmes vers les pharmacies, mais encore faudrait-il être au courant et avoir lu la presse pour cela. Et donc en fait on est vraiment face à une situation où il n'y a eu aucune réflexion et où on se rend compte que finalement le secrétariat d'État qui est censé gérer ça, ne gère pas. Oui. Un commentaire, les uns les autres Il y a beaucoup de familles, c'est Mehdi qui parle, il y a beaucoup de familles qui sont totalement démunies face à la fermeture des écoles, ça c'est évident, y compris d'ailleurs pas que dans les milieux populaires. On a toujours tendance à penser que c'est parce qu'on est dans 35 mètres carrés à 4 ou 5 que évidemment dans ces conditions-là, c'est très difficile de cohabiter, surtout quand on n'a pas l'habitude, mais c'est dans toutes les familles. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui sont totalement incapables de passer des journées entières avec leurs enfants, qui sont d'habitude à l'école, au centre aéré, d'habitude ils voient 2 ou 3 heures par jour maximum, et qu'ils ont désormais sur les bras, avec en plus le stress de la situation, le travail, etc. Donc il y a beaucoup d'enfants en danger en ce moment, et de femmes évidemment, et donc je crois que Laurence Pagade a très bien dit les choses, c'est que la solution, ce sont les voisins. Là-dessus, il ne faudra pas compter sur l'État, il ne faudra pas compter malheureusement sur les services publics en ce moment qui sont totalement dégradés. La solution, quand on entend un enfant se faire matraquer parce que les parents sont à bout, parce que il n'y a aucune justification dans le fait de frapper son enfant, et donc ni son conjoint, et donc évidemment il faut que les voisins interviennent. Moi, je suis ravi. Ouais. Je suis ravi de vous entendre dire enfin qu'il faut en appeler à la responsabilité individuelle de chacun, parce qu'en France la réponse c'est toujours la même. Collective, mais c'est un sujet tellement compliqué. Il faut de l'État, et peu importe le sujet, il faut de l'État. Il faut qu'un ministre s'en mêle, il faut que des fonctionnaires s'en mêlent, il faut un haut commissariat qui s'en mêle. Et là, maintenant que vous vous rendez compte que l'État s'effondre, oui, mais ça c'est normal, Nicolas. On peut pas. Vous en appelez enfin à la responsabilité individuelle. Et je suis très content de l'entendre. Oui, mais enfin, la responsabilité individuelle, on fait quoi? Vous êtes une femme battue, vous avez des enfants battus, vous faites quoi? C'est quoi la responsabilité individuelle? Quand c'est dans n'importe quel pays, en fait, on appelle la police pour faire ça. On n'a pas de secrétariat d'État, de trucs spécial, on appelle la police.
Ouais. Et en France, étant donné mais... qu'on n'a jamais doté la police parce qu'il fallait qu'on achète des trucs super utiles comme des éoliennes ou des Jeux Olympiques ou je sais pas encore quel truc ou financer les associations de Rokhaya Diallo, on n'a jamais eu d'argent pour la police. Aujourd'hui, on sait très bien. Nicolas, mais les policiers sont occupés à autre chose. Aujourd'hui, on sait très bien. Le problème, c'est que le changement de la vie. Le changement de la vie moderne, et avec notamment les grandes métropoles, les grandes villes, les immeubles où on s'en passe, etc., a fait perdre. Alors heureusement, nous au Pays Basque, alors évidemment on a des immeubles aussi, on ne vit pas tous dans des huttes ou dans des petites maisons dans la prairie avec des gros lits autour, mais on a perdu ce lien quand même qui fait que à un moment donné, quand on entend crier dans l'appartement d'à côté, on peut aussi juste simplement aller taper à la porte et proposer de discuter, proposer d'apaiser les choses. On n'est pas obligé de fermer les oreilles, de fermer les yeux et de faire comme si tout ça n'existait pas. Aujourd'hui, j'insiste, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gamins qui sont en danger, malheureusement, parce que la situation est extrêmement difficile pour tout le monde. Mais j'ai envie de vous dire, et après, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec les services sociaux, vous avez vu les documentaires sur les enfants placés, sur l'incurie totale parfois de certains centres, donc le problème, il est là. Ce qu'a proposé le secrétariat à l'égalité femmes-hommes, c'est de faire des vidéos pour dire aux gens qu'il y avait le 39-19. Bon, moi je veux bien, mais est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? On comprend bien que la situation est compliquée, mais c'est vrai que c'est un sujet dont on parle assez peu. Muriel, elle lui dit, oui, elle est tapée à la porte pour prendre un coup de fusil ou de couteau par le mec. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui disent, j'entends, j'ai essayé, mais il n'y a rien à faire. Et il se passe rien. Heureusement, c'est pas la majorité écrasante. Parfois, simplement, on peut ne pas perdre ce lien humain qu'on a les uns avec les autres. Au passage, par ailleurs, ça permet de voir quand même que nos enseignants sont quand même des héros du quotidien, parce que quand même, ils supportent quand même nos propres enfants pendant des journées entières. Il faut rappeler que mais les écoles sont fermées, on a un vrai problème parce que ce sont justement dans les écoles que les signalements se font le plus souvent, notamment pour les enfants battus. Et quand les écoles sont fermées, eh bien les enseignants ne peuvent plus être vigilants sur ces violences. Donc raison de plus pour que ce soit l'entourage proche, les voisins, les amis qui ont entendu, qui savent, qui se mobilisent pour pouvoir faire en sorte de protéger non seulement les enfants, mais aussi souvent les femmes qui sont tout aussi victimes. Ouais. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler du professeur Didier Raoult, nouvelle idole populaire. On en parle avec vous. Est-ce que c'est pour vous une sorte de gilet jaune des médecins? Certains n'aiment pas qu'on dise ça, mais c'est vrai qu'on voit qu'il est devenu une sorte de héros. Il représente un peu la lutte Paris-Province. Il est anti-technocrate. Appelez-nous 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on va parler donc de la victoire entre guillemets du professeur Raoult, puisque la chloroquine a été autorisée depuis donc hier à certaines conditions. On va en reparler dans un instant. Moi, je voulais juste dire deux mots. Le premier, c'est l'État qui refuse l'aide du laboratoire vétérinaire d'Indre-et-Loire, qui est capable de réaliser 1000 tests par jour. Donc, on se demande un petit peu pourquoi. On en parlera. Et puis les marchés. Le gouvernement nous a dit que les marchés seraient fermés, enfin les marchés ouverts, et on se retrouve avec des marchés couverts qui sont fermés. Et c'est vrai que c'est une situation dramatique pour nos agriculteurs. La Fédération des marchés a saisi le Conseil d'État, et c'est vrai que c'est pas, encore une fois, peut-être pas très politiquement correct. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une incapacité à faire respecter l'ordre sur certains marchés, alors que sur d'autres, ça se passait très bien, en particulier sur les marchés couverts, où il y avait des systèmes de filtrage qui s'étaient mis en place, et que ce sont nos agriculteurs qui sont aujourd'hui pénalisés avec la fermeture de ces marchés couverts. Parce que quelle est la différence entre un marché couvert et un marché et un supermarché? Je ne sais pas si vous avez envie. Écoutez ce qu'en disait Rachida Dati ce matin, c'était sur Sud Radio. Il y avait quelques marchés qui ne respectaient pas ces règles. Parce que dans d'autres quartiers, et moi je vois avec mes collègues du 15e arrondissement, Philippe Goujon, et puis Jean-Pierre Lecoq dans le 6e, mais aussi Geoffroy Boulard dans le 17e, on a demandé à ce que certains marchés puissent subsister. Pourquoi? Parce que c'était les seuls commerces de proximité. Et bien, la mairie de Paris, moi j'ai posé la question, j'ai dit écoutez, il faudrait vous en occuper et pouvoir sanctionner ces marchés qui ne respectent pas les règles. Ils ont refusé. Pourquoi? Moi je vais vous le dire avec beaucoup de transparence, c'est parce qu'ils considèrent que si on les sanctionne, on les stigmatise, alors qu'ils ne respectent pas les règles. Voilà. Vous voulez réagir là-dessus?
Oui, Valérie, je pense qu'il faut noter surtout le poids qui pèse aujourd'hui sur nos élus locaux qui ont été très longtemps ignorés et regardés de façon arrogante par ce gouvernement. Et aujourd'hui, c'est aux élus locaux de décider quels sont les marchés qui vont rester ouverts ou pas. Et en l'occurrence, c'est à eux de gérer aussi la question de la sécurité de ces marchés, malheureusement. Oui. Mais ce sont les préfets au-delà de tout ça, on se rend compte qu'effectivement, il y a une forme de deux poids, deux mesures, puisque il y a certains quartiers aussi où il y a eu des directives disant que finalement, il y avait des mesures d'application du confinement qui étaient un peu plus light, notamment dans le 93, où il y a une explosion des cas de coronavirus et les hôpitaux sont engorgés. Donc clairement, c'est une fois de plus cette forme de laxisme du gouvernement et cette incapacité à gérer qui nous mène dans cette situation. Oui, enfin, ce sont les maires, certains maires voudraient que leur marché soit ouvert. Ce sont les préfets qui ont pris ces décisions. Ils demandent des dérogations et pour l'instant, beaucoup n'ont pas eu de réponse. Éric Vérac, on ne vous a pas entendu depuis un moment. Oui, parce que je trouve que moi qui suis le seul intervenant confiné à Paris aujourd'hui, non, moi aussi, je vous rassure. À part vous, Valérie, moi vous qui êtes les deux seuls à pas être partis, hein. Comment? Vu les chiffres, vous êtes les deux seuls à pas être partis apparemment. Non, il reste quand même du monde. Ouais. Oui, vous disiez, Éric Vérac, vous avez été un quartier populaire. J'habite un quartier où le confinement était très moyennement respecté, ou en tout cas, il est évident pour tout le monde que les populations musulmanes refusent le confinement, et c'est une évidence. Éloignez-vous de votre micro, on vous entend mal, Éric. Alors attendez, bougez pas. Oui. Donc je voulais dire que moi, dans mon quartier, il est évident que une partie de la population musulmane refuse le confinement, spécialement les jeunes qui considèrent qu'ils doivent continuer à vivre comme avant. Alors moi, je suis à la frontière du 93. C'est encore plus grand dans le 93 que dans les quartiers de l'Est parisien. Mais on sait tous, et moi j'ai assisté à des scènes où des policiers chargés de faire la vérification du respect du confinement refusaient de le faire respecter ou en tout cas n'avaient pas instruction de le faire respecter par des groupes de jeunes qui continuent à vivre en groupe comme avant le confinement. Et donc, on sait tous qu'aujourd'hui, en effet, ce que dit Rachida Dati est juste, c'est-à-dire que la mairie de Paris ne souhaite pas, quoi qu'il arrive, avoir une action renforcée pour faire respecter le confinement auprès d'une population sur qui elle compte au moment des élections. Non, mais... Et donc, aujourd'hui, préserve un système à deux vitesses. Mais il suffit de sortir dans la rue pour le voir et de comprendre. Quand vous dites population musulmane, il n'y a pas que les, que les musulmans. À 95%, les jeunes de confession musulmane refusent le confinement. Enfin, ceux qui refusent le confinement sont essentiellement des gens issus de les maisons à l'île de Ré, ces jeunes-là, parce que... Oui, mais est-ce que ces jeunes-là ont des grandes maisons à l'île de Ré? Parce que quand même, les chiffres que je vois, qui sont les seuls chiffres officiels, attestés, qui sont des chiffres en fait qui viennent d'Orange quand même, des opérateurs téléphoniques, donc qui sont des chiffres très tracés. C'est l'augmentation, par exemple, de 30% de la population de l'île de Ré. Donc moi, j'en ai un peu assez. J'entends la petite musique qui monte depuis quelques jours, sur laquelle les quartiers populaires se comportent mal, on stigmatise encore les quartiers populaires. Mais là, ce sont une partie des jeunes d'origine musulmane qui refusent la loi républicaine. Après, vous pouvez me dire que c'est méchant de dire ça, mais c'est un fait. Mais non, mais ça n'est pas méchant, c'est faux. C'est juste faux. La Terre est ronde, et vous pouvez m'expliquer qu'elle est plate, elle n'en reste pas moins ronde. Oui, mais c'est pas parce que la Terre est ronde, si vous voulez, que les jeunes refusent de rentrer. La réalité, c'est que ces jeunes-là sont laissés à longueur de journée, à longueur d'année, en bas des immeubles, et qu'aujourd'hui, on leur explique... Mais ça, c'est du fantasme. Attendez, c'est du piticha, c'est du mensonge. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai qu'ils sont laissés au bas de leur immeuble. Mais là, même confinés, il faut essayer de s'écouter. Ça fait des années qu'on les laisse en bas de leur immeuble, et maintenant, on leur explique... C'est faux. Attendez, Eric, laissez-le aller au bout. Au 11e étage. Moi, la réalité, c'est que non, mais attendez, on est en période de confinement, donc tout le monde n'a pas. Non, mais moi, je finis juste sur ce point. C'est que. Alors allez-y, tout le monde parle pas en même temps. Non, mais je finis juste là-dessus, parce que c'est important. C'est qu'il y a des millions, quand même, de gens. Qui sont des gens plutôt des milieux populaires dont vous parlez, qui sont aussi des musulmans. Voilà, il y a 6 millions de musulmans en France. On ne voit pas 6 millions de personnes dans les rues qui refusent de rentrer. Et en revanche, on voit des incivilités très graves. Moi, j'ai vu les chiffres ce matin qui m'ont choqué. Je le dis
aussi en tant que provincial, c'est de voir 1 200 000 franciliens qui, en plein confinement, alors que le confinement était décrété et qu'on n'avait pas le droit de sortir de chez nous. Vous déplacez le problème, Mehdi Houraoui, je pense. Mais non, parce que moi je veux bien qu'on s'en prenne à ce qu'on voit avec des images un peu chocs, mais 1 200 000 personnes, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire en termes de contamination ? Oui, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire en termes de... Mais vous déplacez le problème. Il faut aller se promener en banlieue, il faut, en territoire. Non, mais moi, j'excuse pas le fait de ne pas respecter le confinement. Ce discours-là, je l'ai trop entendu. Moi, je vis à mi-temps entre le Cantal et l'Île-de-France. J'ai fait le choix d'être confinée dans le Cantal, et comme beaucoup d'autres Parisiens, nous avons des comportements responsables. C'est-à-dire qu'on n'a pas de contact avec la population locale. Donc, il faut arrêter de dire aux Parisiens, mais Laurence, ce n'est pas vrai. Vous allez au supermarché, vous allez à la boulangerie. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Non, justement, je ne vais qu'au drive. Et si vous devez être hospitalisé, vous serez hospitalisé dans le Cantal où il y a des déserts médicaux. Bon, bravo. Voilà. Mehdi Houraoui, c'est pas. Mehdi, ce n'est pas la question. Pas tous en même temps. Laurence, elle n'est pas musulmane, manifestement. Voilà. Mehdi, les gens ne sont pas partis pour se soigner dans le Cantal. C'est idiot de rester. Les gens sont partis parce qu'ils ne voulaient pas rester à côté du virus. Oui, mais c'est ce qui va se produire, c'est que c'est les gens qui malheureusement sont partis, non seulement. Mais vous changez le sujet de place. Aujourd'hui, la question est qu'il y a peut-être effectivement, comme le disait Éric Verhaeghe, un sujet peu politiquement correct, qui est qu'il y a des gens qui ne respectent pas le confinement. Vous ne pouvez pas dire ils n'ont pas de maison à l'île de Ré, donc ils ont le droit de ne pas respecter le confinement. Enfin, c'est absurde. Valérie, vous me connaissez, même confiné. En premier, Mehdi, c'est dans le 80. Mais moi, attendez. Moi, même confiné, je suis raide. Vous me connaissez sur ces questions-là. Un jeune de 93 qui est en bas de son immeuble, il doit remonter dans son appartement. Point. Il y a pas de tout le monde doit respecter la loi. Mais mais d'accord. Mais ça n'empêche pas de voir que quand même, je trouve que ça n'est pas un bon exemple que des populations qui sont aisées, qui sont souvent cultivées, qui ont de l'éducation. Oui, mais c'est un autre sujet. On l'a évoqué. C'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, il est. Mais non, on ne peut pas comparer parce que c'est un autre sujet. Pourquoi on ne peut pas comparer les deux ? Parce que les gens qui, comme vous le dites, vous prétendez qu'ils sont aisés, etc., ce n'est pas le cas de tout le monde, et ce n'est pas mon cas. Vous êtes cultivé, Laurence ? Non, pas du tout. Non, ce n'est pas mon cas. Ah bon, vous n'êtes pas cultivé. Donc les gens qui, comme vous le pensez, sont aisés, vont chez eux, rentrent chez eux, parce que c'est pas partir, c'est rentrent chez eux pour vivre le confinement. Ils restent chez eux, ils sont confinés chez eux. Ils respectent les règles de confinement. Mais le reste de l'année, vous ne vivez pas avec nous en province ? Mais dis les gens qui sont partis, vous dites à l'île de Ré ou que ce soit sur le bassin d'Arcachon, ils restent chez eux, ils sont partis dans leur maison pour être confinés là-bas. Ça n'est pas vrai, mais on les a vus, ils ont été verbalisés dans tout le début du confinement parce qu'ils allaient se balader, ils peuplaient les plages, ils allaient se balader, ils croyaient que c'était des vacances. Je persiste, c'est-à-dire que vous ne répondez pas aux questions, au sujet qu'on a fermé des marchés partout parce on a vu les images de Barbès, disons les choses comme elles sont. On a vu des images de marchés où on n'a pas pu faire respecter. Donc le préfet a décidé de fermer tous les marchés, les préfets également des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de toute la région. Et je pense que c'est le cas dans beaucoup d'endroits. Il y a des marchés où ça fonctionnait très bien. Donc pourquoi pénaliser nos agriculteurs ? Pourquoi ne pas faire les choses comme elles sont, c'est-à-dire fermer peut-être les marchés où il y a des problèmes, ce que disait Rachida Dati, et laisser ouverts ces marchés couverts qui, eux, ne posaient pas de problème. Sauf qu'on n'a pas le courage d'aller faire le ménage là où il faut. Pour positiver, je vous donne juste un exemple de ce qu'on a fait chez nous. Et les gens normaux, c'est toute l'histoire de la France. Parce que mais juste pour positiver, je vous donne un exemple de ce qu'on a fait chez nous. Les producteurs font des drives. Chez nous, c'est pas compliqué. Attendez, pas tous en même temps. Nicolas voulait intervenir. Oui, pardon, Nicolas. Non, je disais que le deux poids, deux mesures, c'est ce qui tue la France depuis toujours. Alors, il y a le deux poids, deux mesures politique, il y a le deux poids, deux mesures dans plein de domaines. Mais il y a un deux poids, deux mesures qui se voit tout particulièrement en ce moment, c'est que le type qui va sortir faire son petit tour à la campagne alors qu'il n'y a personne et qu'il n'aura pas son attestation, lui va se prendre 135 € d'amende. Alors que les groupes de racailles en bas du 93, ils vont pas aller se prendre 135 € d'amende, sinon ça va créer une émeute. C'est la même chose avec les marchés. On peut aller fermer le marché des petits vieux à la campagne qui vont jamais faire d'émeute. On va pas aller fermer le marché de Belleville parce que sinon ça va être l'émeute tout de suite. C'est exactement ça. Ça se passe tout le temps comme ça. Et ça se passe parce que d'une, on est laxiste d'un point de vue philosophique, mais d'un autre côté, on n'a pas les moyens on n'a pas une police
qui permet de tenir ces populations. Donc c'est aussi simple que ça. Pour positiver et pas être dans les racailles et les émeutes. Oui. Nicolas, pour positiver, pour pas être dans les racailles et les émeutes, dans une période où je crois on a besoin d'unité, une expérience que nous on a ici. Et voilà, il y a beaucoup de marchés chez nous, des marchés couverts, des marchés ouverts. Il y en a, voilà. Les producteurs qui sont très importants pour nous, parce que c'est une part très importante du tissu économique au Pays Basque, ont décidé très vite, avec les élus locaux, de faire des drives. Et donc tous nos marchés, presque maintenant, fonctionnent et beaucoup de nos producteurs locaux ont mis en place extrêmement vite. Et moi je les salue pour ça, parce que c'est des produits d'excellente qualité, etc. Je ne vais pas faire la pub des produits du Pays Basque, parce que il n'y a pas besoin, comme on dit. Mais on a mis en place des drives très vite. Moi, je pense que la solution, c'était de tout confiner, parce que moi, je pense que le confinement total est la seule solution pour en finir avec cette épidémie, et de mettre en place, mais y compris dans les supermarchés. C'est-à-dire que si très vite on avait mis des drives dans les supermarchés... oui, mais enfin, cette solution est là aussi totalement irréaliste. C'est possible là où il y a de la place pour faire des drives, mais dans des zones à 12 millions d'habitants, c'est évidemment, excusez-moi ce que vous dites, totalement illusoire. Il n'y a pas à Paris de supermarché susceptible d'accueillir des drives. Personne ne va en voiture à Paris. Ils n'ont pas de voiture, je le rappelle aussi. Voilà. Donc là aussi, si vous voulez, la méthode qui consiste à dire que ce qui est possible à Biarritz devrait être applicable à l'ensemble de la France, à un moment donné, les Parisiens, c'est 12 millions d'habitants, ils ont des problématiques spécifiques et il faut savoir les reconnaître. Et il faut arrêter de nous expliquer que ce qui est possible dans le Pays Basque doit être possible à Paris. Ça n'est pas le même mode de vie et il faut l'accepter. Et ça ne sert à rien à un moment donné de faire de l'idéologie pour dire aux gens « Ah oui, mais non, mais en réalité, dites pas ce que vous dites. Nous avons des problèmes au jour le jour qui n'existent pas au Pays Basque et nous souhaitons qu'ils soient traités. » Voilà. Non mais pardon, mais là c'est très pratique. Il n'y a pas d'idéologie. C'est le fait de dire, bon, de toute façon les marchés doivent être fermés et donc il faut trouver des solutions. Oui, mais il n'y a pas possibilité dans mes supermarchés d'avoir des drives. Ils sont tous imbriqués dans de l'habitat extrêmement dense. Personne ne va faire des courses en voiture à Paris. C'est comme ça. Donc la solution du drive n'est pas possible. Ouais. Oui. Muriel nous dit, nous achetons aux producteurs locaux par Messenger, ils préparent les légumes, la viande, les produits et dans la voiture, voilà, ils livrent. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui se sont organisées. Tout à l'heure, j'employais l'expression faire le ménage qui n'était pas très heureuse. C'était plutôt de faire respecter la loi qui était mon expression. Je vous demande, alors on va réagir sur l'actualité. Le décret autorisant la prescription d'hydrochloroquine a été modifié ce matin. Donc je vous rappelle que ça avait été autorisé hier et précise noir sur blanc qu'elle doit être administrée uniquement aux cas graves pour les patients atteints de pneumonie qui nécessitent ou pour des gens qui sont en gros dans des cas très graves. Alors le décret d'hier a été modifié et c'est vrai qu'on peut s'étonner de ce changement de doctrine, non ? De ce durcissement. Oui, on voit bien que dans cette affaire, les services de l'État font une espèce d'avancée à reculons, c'est-à-dire qu'il y a manifestement une machine sanitaire aujourd'hui, une bureaucratie sanitaire, qui fait tout pour empêcher l'utilisation massive de la chloroquine. Et on voit bien qu'il y a à l'œuvre dans les services de l'État une volonté d'empêcher au maximum la solution Didier Raoult de se répandre. Et sur le fond, il y a un vrai sujet de transparence sur les raisons pour lesquelles la machine administrative fait tout pour retarder cette solution. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il y a énormément d'échos qui se font dans la presse d'une espèce de guéguerre qui serait menée entre les IHU et puis l'INSERM, qui serait une guerre entre Agnès Buzyn, son époux, et puis Raoult. Après, au-delà de tout ça, je pense qu'il faut aussi se poser les bonnes questions et j'ai vraiment le sentiment qu'on manque de pragmatisme aujourd'hui dans la façon de gérer cette crise. Moi, je ne considère pas que le confinement total, ce soit une solution. C'est une solution substitution quand on n'a pas d'autres solutions. Et en l'occurrence, les autres solutions, elles auraient demandé un tout petit peu plus d'anticipation qui n'ont pas eu lieu. C'était le fait de faire du dépistage massif comme l'Allemagne et la Corée du Sud ont fait. C'est de pouvoir mettre justement
en confinement total les personnes fragiles, les personnes malades et les personnes qui ont été en contact avec ces malades, c'est évidemment de déclencher le traitement à la chloroquine sous décharge du patient. Après tout, c'est encore au patient de décider si oui ou non on lui administre une molécule pour laquelle il peut y avoir un certain nombre de contre-indications. Mais je trouve quand même incroyable que un certain nombre de scientifiques dans le monde considèrent que le professeur Raoult est un imminent professeur et qu'on remette en cause son expertise pour des raisons qui semblent être simplement des raisons d'ego, plus que des raisons liées au traitement du coronavirus. Non. Alors, le Nicolas professeur Moreau. Raoult. Alors attendez, Nicolas, vous allez réagir dans un instant. On est obligé de marquer une toute petite pause et on se retrouve avec vous 0826 300 300. On aura Frédéric également en ligne avec nous sur le sujet de la chloroquine. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. Donc jeudi, donc c'était hier, un nouveau décret publié au journal officiel autorisait les médecins hospitaliers à prescrire de la chloroquine aux patients qu'ils estiment en avoir besoin. Et vendredi matin, donc aujourd'hui, ce matin, il y a 1 heure, le gouvernement a fait marche arrière en modifiant ce décret et en précisant que c'était uniquement dans les cas de très compliqués, avec des gens qui ont des pathologies ou avec des pneumonies très, très compliquées, une défaillance d'organes. Or, il me semblait, moi, avoir compris que, au contraire, la chloroquine, d'après ce que disait le professeur Raoult, n'était efficace qu'au début. Après, le virus n'était plus là. Alors là, c'est plus politique ce que je vous demande, parce qu'on n'est pas médecin, donc on va avoir du mal à s'exprimer là-dessus. Mais ce un pas en avant, un pas en arrière autour de la chloroquine est quand même fatigant et assez incompréhensible. Qui veut s'exprimer? En fait, là-dessus, Nicolas. Je pense que le gouvernement en fait répond à son opinion publique qui est en fusion sur ce sujet. Les gens aiment Raoult ou détestent Raoult parce qu'il incarne l'opposition déjà entre Paris et la province, avec son style, avec cette espèce d'histoire sans aucun intérêt de son clash avec le mari d'Agnès Buzyn. Et les gens aiment Raoult parce qu'en fait, il promet des solutions face à une chose qui est le coronavirus et qui terrifie les gens. Il faut voir que quand les gens ont peur, ils sont prêts à tout essayer. En fait, ils essayent l'acupuncture, l'homéopathie ou le professeur Fanemba, celui qui fait revenir les traînées ou les pierres magiques. Les gens sont prêts à tout essayer quand ils ont peur. Le problème, c'est que donc ils demandent à essayer la chloroquine. Le problème, c'est que la chloroquine, c'est pas du sucre, c'est pas des petites aiguilles. Hein. C'est un médicament qui a des effets secondaires, qui peut éventuellement affaiblir le corps au moment où le corps a besoin de lutter contre l'infection. Donc le gouvernement n'a pas envie de céder à un professeur qui fait sa propre pub. Ils n'ont pas envie de céder à un type qui a fait une étude, qui a écarté les cas qui ne l'intéressaient pas, qui a pris 24 cas seulement pour dire que ça marchait, et qui ensuite s'est occupé lui-même de faire son propre marketing pour dire ma super méthode elle marche. Moi je suis pas là pour défendre. Je suis pas là pour défendre Raoult. Le monde entier essaye la chloroquine, on verra très vite si ça marche. Oui, mais le problème, l'ont essayé. D'avoir comme aux États-Unis des morts à cause de la chloroquine. Oui, mais Nicolas, le problème, c'est moi, je suis pas là pour défendre Raoult, mais le problème, quand même, c'est qu'on a d'un côté un médecin de niveau mondial et de renommée mondiale qui, qu'on veuille ou non, a des résultats depuis des décennies et il pratique sa matière depuis des décennies. Et de l'autre côté, on a Sibeth Ndiaye et Christophe Castaner. Bon, et donc le problème qu'on a, c'est moi je veux bien qu'on compare Einstein et Rantanplan, hein, mais bon, là, à un moment donné, le problème qu'on a, c'est quand même que c'est de la mauvaise foi. Non, mais moi, c'est pas Einstein et Rantanplan, il y a des gens. On va aller à la fin dans le même sens. C'est que le problème scientifique autour de. Alors attendez, laissez-le terminer, Nicolas. Mais non, mais le problème n'est pas Raoult ou pas Raoult. Le problème est que depuis le début de cette crise, le gouvernement français a cassé la confiance. C'est-à-dire que on se demande pourquoi les Allemands gèrent aussi bien la crise. Notamment parce que Merkel n'a pas roulé des mécaniques, n'a pas expliqué un jour qu'il fallait pas tester, le lendemain qu'il fallait tester, un jour que oh là là on n'allait pas mettre des masques et que le lendemain on allait être les plus forts en termes de commande de masques, un jour chloroquine, un autre jour pas chloroquine, puis le surlendemain finalement pas chloroquine. Le problème c'est que les allers-retours, cette espèce de boussole qui indique le sud en permanence, de systématiquement se tromper, avoir quelques jours de retard, voire quelques semaines de retard, à saper la confiance. Et le problème c'est que dans une crise comme celle-là, la confiance c'est presque tout. C'est-à-dire qu'au fond, quand on regarde, le nombre de morts est terrible pour les personnes
qui sont décédés et puis leurs familles, mais incomparable avec des très très grandes pandémies. Heureusement, on n'est pas du tout à des millions et des millions de morts. Mais la peur est terrible, elle est partout, elle s'est insinuée beaucoup plus vite et beaucoup plus violemment dans la société que le virus lui-même. Et ce gouvernement n'a fait qu'accroître la peur. Et donc le problème qu'on a, c'est qu'on a quand même, dans les semaines à venir, à gérer une peur qui malheureusement, je le crains, risque d'être croissante, parce que ce gouvernement continue, jour après jour, à la fois de faire des déclarations idiotes, avec les trucs de Sibeth Ndiaye sur les enseignants, etc. Mais on hystérise les gens, on est tous, mais en plus ils font peur. On est tous totalement d'accord sur le fait que Sibeth Ndiaye soit un boulet. Je trouve personne en France pour la défendre. Et je pense qu'elle n'a pas le gouvernement. Alors, mais, qui va intervenir ? Oui, Castaner n'est pas une flèche non plus. Mais, juste une dernière chose, ça ne veut pas dire que les médecins, d'un coup, doivent céder au motif que Sibeth Ndiaye est stupide, quoi. Il y a un consensus de médecins avec des méthodes scientifiques qui testent les médicaments de matière scientifique. C'est pas un gars qui balance il faut remettre les choses un peu dans leur cadre. C'est-à-dire qu'on a d'abord d'un côté des chercheurs, des professeurs et non pas des médecins. Le professeur Raoult est un professeur qui a mené de nombreuses études. Après, on peut être d'accord, pas d'accord, mais c'est normal, on ne peut pas juger du fond. Il signe toutes les études qui passent sur son bureau. Je vais finir parce que j'interromps personne depuis tout à l'heure. Laissez terminer, Laurence, allez-y. Donc voilà, donc c'est un professeur et nous ne sommes, pas capables de juger de ce qu'il a trouvé ou pas trouvé. Moi, ce qui m'inquiète dans cette histoire-là, et je suis plutôt d'accord avec l'intervention précédente, c'est qu'on a un gouvernement qui tergiverse un peu trop, qui met trop de temps à intervenir. Et pendant ce temps-là, il se passe ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de personnes qui tombent malades, de plus en plus de personnes qui tombent, qui sont mortes. On n'a toujours pas de tests pour faire des tests à grande échelle, et on finit par nous mentir, par nous dire à un moment on n'a pas besoin de masques, mais le lendemain il en faut pour les policiers. À un moment il faut rester confiné, mais finalement on fera des tests quand on sera sorti du confinement parce qu'on les a pas en réalité. Donc le problème c'est le mensonge d'État. Et moi je pense qu'il faut aujourd'hui soutenir les médecins parce que c'est ça qui est le plus important, et notamment la plainte de ces 600 médecins contre Agnès Buzyn et Édouard Philippe, parce que clairement, là, on est face à une irresponsabilité totale de la part du gouvernement qui n'a pas voulu regarder les choses en face, et Agnès Buzyn l'a elle-même admis. Elle savait ce qui se passait, mais elle a préféré quitter le navire pour aller tenter une expérience personnelle, et le résultat, c'est qu'on en est là où on en est. Éric Verral. Je crois que ce qui pose un problème dans l'opinion publique, c'est que des gens qui n'ont absolument pas anticipé la catastrophe du coronavirus. Mais personne n'a anticipé, pour être juste, et on entend cette petite musique qui est en train de monter. Pardon Eric, c'est faux Valérie. À l'époque où il y a eu en Espagne, en Italie, ils gèrent aussi mal que nous. Prières organisées, notamment à Mulhouse, on était extrêmement nombreux déjà à l'époque de dire qu'il était complètement irresponsable de la part du gouvernement de continuer à accepter qu'il y ait des rassemblements, notamment ce rassemblement religieux ou ce match de foot à Lyon, et pour autant ils ont quand même eu lieu. Donc on était déjà très nombreux à dire qu'il y avait un problème de réaction. Éric, finissez, Éric Verrac. Ce que je veux dire précisément, c'est qu'un haut fonctionnaire comme Jérôme Salomon, qui a alerté dès 2016 le candidat Macron sur l'impréparation de la France en matière d'épidémie et de réponse aux épidémies, et qui, au mois de janvier, n'a pas pris la précaution de commander suffisamment de masques, de commander suffisamment de tests ou de respirateurs, que ce haut fonctionnaire vienne aujourd'hui dire « mais sur la chloroquine, on va faire assaut de prudence », c'est quand même très étonnant. Ce basculement de l'insouciance et la légèreté à l'excès de précaution. Mais vous y voyez quoi alors? Un complot contre le professeur Raoult, c'est-à-dire une volonté de ne pas le laisser s'exprimer? Une lutte de pouvoir. Et sur le fond, je pense qu'il faut la laisser faire parce qu'en réalité, plus personne n'écoute ni le gouvernement, ni les autorités parisiennes. Et ça n'empêche pas le professeur Raoult d'avancer et ça n'empêchera pas les médecins de prescrire de la chloroquine, décret ou pas. Et ce sera la leçon à tirer, c'est que l'autorité de l'État s'est évanouie dans cette crise. Merci à vous. Je pense qu'on aura l'occasion évidemment de revenir sur tous ces sujets. On n'a pas eu le temps de parler de la CGT, donc qui lance un appel à la grève dans les services publics. Mais on aura l'occasion également d'en reparler. Merci à vous, merci à tous. Et puis prenez soin de vous, restez confinés, même s'il fait beau ce week-end. C'est important, en particulier ce week-end, de rester chez vous, de ne pas aller dans les supermarchés, d'essayer de rester confinés. Merci à vous, très bon week-end.